On se retrouve pour la suite de nos aventures avec MQTT2BDD. On s'était arrêté à la story 1.5, c'était l'implémentation du client MQTT, de la connexion au client. On va donc pouvoir reprendre en appelant du coup le SM, le Scrum Master, je cherchais ce que ça voulait dire. Bref. Du coup, on continue avec un draft. Cette fois-ci, comme dit, on va lui préciser directement le nom de la story. Ça va éviter peut-être que nous sommes la race de token pour savoir où on en était. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais suivre la procédure. Comment ça pour identifier le contexte du projet? Story incomplète détectée. Comme ça. Le statut 1. Putain, c'est marrant. J'ai oublié de changer le statut de la story 1.5. Du coup, il l'a compris, quoi. Il n'a pas été mis à jour formellement. Ah, ok. Bon, on met à jour, du coup, le statut de la story 1.5 à Dawn. Je passe le draft en draft le 1.6. Oui, et puis c'est vrai qu'on avait précisé dans la mémoire de notre application qu'il fallait regarder dans les gates s'il n'y avait pas des choses à refaire en fonction du coup des retours du quality assistant qui a été exécuté dans les requêtes, dans les stories précédentes. Chose qu'on avait mis en place, je crois, dans la story 1.3. Et ouais, ouais, j'avais demandé justement à l'agent QA à quoi servaient en fait ces gates. Il me disait clairement que ça servait à rien parce que personne ne les lisait. Du coup, j'avais répondu que c'était un peu dommage et que ça serait bien de faire en sorte que le Scrum Master au moins les lisait pour savoir si on n'a pas mis des choses en stand-by pour réaliser plus tard, quoi. Et du coup, il nous avait écrit ça dans la mémoire du projet, qui est stocké, je sais plus où exactement, dans un répertoire, dans un fichier dans le répertoire .claude de mon utilisateur, et c'est pas stocké du coup dans le projet. Si on voulait le stocker dans le projet, on aurait pu le mettre dans le claude.md ou le soul.md, il me semble qu'il avait dit, mais bon, on l'avait pas fait. Mais je vois que, en tout cas, il l'a bien lu. Bon, finalement, ça reste long et vachement consommateur en token, même si on lui précise en fait la story sur laquelle on veut travailler. Visiblement, il lit quand même les autres. Vu qu'il est capable de réaliser qu'il il manque le changement de statut d'une story précédente, là, ça semble logique qu'il le lit, quoi. Il n'est pas dupe. Alors, il nous l'écrit directement, sans nous poser la moindre question. C'est ça que j'avais dit dans les stories précédentes, que je devais réfléchir à l'avance de la façon dont devraient être implémentées les stories pour éviter le biais qu'on peut avoir, pas le biais, on va dire la paresse intellectuelle de juste écouter ce que Claude nous dit plutôt que de réfléchir nous-mêmes à ce dont quoi devrait être composée la story. Que je vais voir éventuellement à quoi ressemble la story 1.6. Donc c'était quoi en tant que développeur? Je veux pouvoir m'abonner à tous les topics MQTT, le sujet MQTT et recevoir les messages en temps réel de façon à ce que je puisse capturer les notifications de ma domotique. Bon là, la story elle est vraiment simple, hein, si j'ai bien compris, on va juste faire une fonction subscribe globalement qui va s'abonner toujours en fait au même topic quoi, qui va être dièse normalement. Et ensuite pour tester que ça fonctionne, on va mettre en place un logger qui va simplement loguer les requêtes MQTT qu'on intercepte. On va pouvoir tester le tout avec le logiciel Mosquito Pub qu'on avait déjà utilisé initialement dans nos vidéos sur l'installation de mes stompes thermostatiques. Et ensuite, on constate simplement que ça fonctionne ou pas, quoi. Bon, voilà, et puis il y a le message handler type qui va être l'objet qu'on va retourner. Et peut-être là, il va falloir voir comment structurer cette chose. Parce qu'on va retourner en premier paramètre le topic, donc ça va être globalement le nom de la sonde thermostatique qui va renvoyer le message. Et le payload, ça va être la chaîne de JSON qui va contenir la valeur. Et là donc, voici ce qu'on nous propose pour la story exhaustive. Donc le statut draft, effectivement, ouais. Donc là, on a un peu un paraphrase de notre PRD. On a la story, les critères d'acceptation, et là, on a les tasks. On va voir comment il découpe ça. Donc bon, forcément, on nous rajoute une méthode subscribe qui va contenir une constante qui ne sera pas exportée, donc propre à la méthode. Qui va d'ailleurs être une constante qui va valoir byte 0. Bizarre ça. Donc ensuite, cette méthode elle va simplement loguer le fait qu'on va s'abonner à un sujet MQTT et on va externaliser la souscription effective à PAO, la librairie externe qu'on utilise pour gérer les connexions MQTT. Donc là aussi, il y a un appel assez complexe, j'ai l'impression. Ok, alors en fait, à mon avis, ce qu'on fait avec cette fonction, c'est que quand un message arrive au niveau sur le topic défini, on appelle cette fonction qui prend en paramètre deux choses.
Le premier paramètre, ça va être une instance vers le client MQTT, je suppose, qui émet la notification. Et le second paramètre, c'est le message. Nous, on voit que le premier paramètre, on n'utilise pas en fait, on met un underscore. Le deuxième paramètre, c'est message. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle une fonction handler qui va avoir, elle, comme paramètre le topic, puis le payload en JSON, qu'on récupère nous tous les deux de message. Donc là, il nous dit qu'on adapte finalement le format de PAO à notre type message handler. Effectivement, oui, on demande à avoir le topic, puis le payload qui est une suite de bytes. Je vois pas trop ce que c'est handler dans ce cas-là. Voilà, il y a des choses que je comprends mal quand même. Là, on refait un genre de switch case qui permet en pattern matchant de savoir comment on doit gérer cette réponse, je suppose. Mais ça va être un code qu'il va falloir bien relire. Donc, dans notre fonction qui va afficher le log de debug, on va le tronquer aux 100 premiers caractères. On n'affiche pas tout. Comme dit ça, une fois qu'on aura un code en production, je suis pas forcément pour. Je vois pas trop quel est l'intérêt de tronquer les messages de log, puisque en général, si tu as eu une erreur, par exemple, tu aimerais bien avoir tout le log qui contient toute l'erreur et pas avoir juste les premiers caractères qui souvent en fait sont pas ceux qui contiennent l'erreur, quoi. Donc en général, quand tu as ce genre de log tronqué, peut-être qu'à moitié, quoi. Moi, je suis plutôt pour laisser des messages de log en entier, même s'ils sont énormes, et avoir un log rotate qui nettoie le fichier de journalisation, sachant que de toute façon, normalement, il ne devrait pas y avoir de message d'erreur dedans, quoi. Donc il devrait être rare. Donc s'ils sont grands, c'est pas forcément grave. Task 3 va simplement lancer tous les linters pour s'assurer que le code généré n'est pas trop dégueu. Tâche 4, on va faire des tests à la main pour vérifier qu'on ait bien les messages de debug qui s'affichent correctement. Et là encore une fois, on nous copie le contenu du main.go, je sais pas pourquoi. C'est un truc pour que l'LLM fonctionne mieux. Ah ok, j'ai compris ce que c'était que ce truc là. On définit en fait la variable QoS0 à la valeur 0 parce que quand on se connecte à un sujet MQTT, on peut définir en fait le niveau de qualité qu'on veut en fait pour la connexion. Ce qu'on avait vu au sein d'une vidéo précédente, on peut avoir du QoS 0, 1 ou 2 je crois. Savoir qu'avec la qualité 0 en fait, une notification MQTT est envoyée, il n'y a aucune vérification qui est faite pour savoir si le client a reçu l'information. Avec la qualité 1, on s'assure que tous les récepteurs ont bien reçu l'information. Avec le QoS2, on s'assure que les récepteurs ont bien reçu l'information, mais aussi qu'une seule fois. Et effectivement, on est parti du principe que comme c'est juste un serveur qui va être utilisé pour sauvegarder des métriques de son thermostatique et des choses comme ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir une qualité de service exceptionnelle, quoi. Si on loupe une notification qui émet la température de la pièce, c'est pas très grave. Donc en fait, c'est cette info qu'on passe là. On va quand même demander après à Claude de nous confirmer ça. Je pense que c'est la solution. Ouais. Et on a dit que le type message handler est déjà implémenté. Effectivement, on l'avait fait pour la story 1.5. Mais ouais, du coup, il y a ce code là qui me reste à clarifier là, cette histoire de token. Enfin, du token de souscription là qu'on a au topic où on passe en paramètre donc le topic auquel on s'inscrit, la QoS qu'on utilise, et ensuite la fonction à appeler sur le retour. Mais je vois toujours pas ce que c'est ce handler là. Il doit être de type message handler, ok. Mais on le définit, il n'a pas encore été défini ici, donc je sais pas trop que c'est censé être, quoi. Ouais, puis comme on disait, là, le underscore, ça permet de désactiver, entre guillemets, le paramètre dans la fonction, parce qu'on n'en a pas besoin. Et toujours ce code bizarre là de ce select case, je vais demander à Claude dans la console ce que c'est censé faire, parce que je comprends pas trop. Voilà, on a repris notre conversation de Go, et on va lui demander ce que fait ce code. Mince. Bon, d'ailleurs, ça m'a quand même utilisé 14% de ma session actuelle Claude Code, le fait de générer cette story. Ah, c'est toujours aussi gourmand, même si on précise du coup le numéro de la story qu'on veut implémenter, ça ne fait pas gagner des tokens, visiblement. Alors, le select fait quoi? Ce code attend la fin d'une opération MQTT asynchrone, puis vérifie si elle a échoué. Le select est une attente bloquante. En MQTT, les opérations comme subscribe sont asynchrones et retournent un token. Ce select bloque jusqu'à ce que le token soit résolu, succès ou échec en attendant sur son channel down. C'est équivalent à token wait, mais avec select, tu pourras facilement ajouter un timeout plus tard. Oh, on avait déjà vu ça, je crois. Ça me dit quelque chose, ce genre de code. Je pense qu'on l'avait déjà vu quand l'architecte ou le gars qui a généré le PRD
à bosser. Ou globalement, ouais, on attend qu'une des deux branches du select se termine pour continuer à la suite. Mais par contre, qu'est-ce que c'est que ce format bizarre là? On a un select, case 1 avec 2 points, après il n'y a rien derrière, après un deuxième case, là on a 2 points. Il y a un retourne FMT error, subscription timeout. J'avoue que j'ai pas l'habitude de ce genre de trucs asynchrone en venant du PHP, c'est pas des choses qu'on fait souvent. Ça me fait penser au A5, await de JavaScript qui me casse la tête. Il demande donc les blocs select case sont à utiliser pour gérer l'asynchrone, ça n'a rien à voir avec les switch case de PHP. Je pense qu'il va me dire exactement, ça n'a rien à voir. Les deux utilisent la syntaxe case, mais ils n'ont rien à voir sémantiquement, ouais, ça m'a induit en erreur, effectivement. Switch case en PHP et en Go, d'ailleurs, ça existe aussi. Switch statut, case OK fait quelque chose, case error fait autre chose, OK avec les 2 points aussi. Logique synchrone, effectivement, c'est du pur contrôle de flux, ça remplace un if-else. Par contre, le select case en Go n'existe pas en PHP, il n'y a pas d'équivalent. Et sert à écouter plusieurs channels simultanément et réagir au premier qui est prêt, quoi. Donc on exécute chaque fois qu'un seul case dans le cas d'un select case. Mais il est marrant, son exemple, là, ça définit une variable message, c'est ça. Et dans le troisième cas, bah, on définit pas message, mais je suppose que le channel, c'est ce truc-là, qui retourne quelque chose après 5 fois c'est une seconde, donc 5 secondes, quoi. Select en lui-même ne crée pas l'asynchrone, c'est un outil pour synchroniser ou orchestrer les goroutines qui tournent en parallèle. Le parallélisme vient des goroutines. Les channels servent à les faire communiquer et select permet d'écouter plusieurs channels à la fois. C'est le trio fondamental de la concurrence en Go. Goroutine, channel plus select. Je lui réponds, dans ton exemple, à la fin du select, la valeur SMG sera initialisée si on est entré dans l'un des deux premiers cases par le retour du channel, mais pas dans le troisième cas. Juste pour comprendre, exactement dans le troisième cas, case time.after retourne un channel qui émet une valeur après le délai. Mais on ne la récupère pas car elle ne nous intéresse pas, on veut juste détecter que le temps s'est écoulé. D'ailleurs, MSG n'existe même pas dans le scope du troisième case. Chaque case a ses propres variables locales, donc si tu essaies d'utiliser MSG dans le bloc du timeout, Go refusera de compiler. C'est pour ça que dans ton code original, le select était écrit ainsi. On ne récupère pas de valeur, on va juste attendre que le signal que le channel est fermé et résolu. Attends, je comprends pas, c'est-à-dire que MSG n'existe pas en dehors du select. Exact, MSG est scopé à son case, donc il n'existe pas en dehors du select. Ça donne de valeur après, tu dois déclarer la variable avant le select. Ok. Ouais, ok, je comprends. Un peu bizarre, mais je comprends. Pas bizarre. Bizarre pour moi, quoi. Donc là, en fait, on va attendre que la fonction donne du token, qui retourne un channel, retourne quelque chose. Notre application va bloquer jusqu'à ce que ça soit le cas. Quand c'est le cas, on va récupérer la structure, on vérifie si error contient quelque chose. Si ça contient quelque chose, on log l'erreur. Si ça contient rien, on est censé loguer le message. Et ensuite, je suppose qu'on reboucle dans ce select, on attend un nouveau message du token, ou alors on réinitialise un nouveau token, je sais pas trop. On verra bien. On a directement la full implémentation. Ça, c'est du Scrum Master, quoi. Il est tellement chaud qu'il nous fait le travail du dev. Donc on a notre fonction subscribe qui doit être implémentée sur les clients, qui prend en paramètre un topic et le handler, et qui retourne éventuellement une erreur. Qui retourne une erreur en fait, mais qui sera initialisée ou pas, si j'ai bien compris. Ensuite on log le fait qu'on s'abonne au topic, et là on convertit la réponse de PAO, enfin la réponse que nous fournit PAO si une notification MQTT était mise à notre format. J'ai toujours du mal à comprendre ce que c'est handler là. Moi j'aurais dit que cette fonction-là qu'on appelle devrait retourner une structure de type message handler en fait. Alors que là, ah non, ok, enfin non, je sais pas, c'est bizarre. En fait, message handler, là on passe une instance de message handler à cette fonction subscribe. Ah non, mais ok, je viens de comprendre. En fait, on ne traduit pas, en fait, on exécute directement notre callback sur le retour PAO, c'est juste que nous on formate différemment le paramètre qui permet d'identifier le topic, quoi, ok. Ok, quand on s'abonne en fait au channel, là on nous retourne un channel Go qui lui en fait restera bloquant jusqu'à ce qu'on ait un message. C'est ce que fait ce select case avec rien derrière. Parce qu'on n'a pas besoin d'initialiser de nouvelles variables, en fait, la structure token existe déjà. On pourra juste éventuellement récupérer une erreur. Ou s'il n'y a pas d'erreur, on affiche juste le topic dans les logs.
On n'affiche pas la charge utile, la notif, et bon, pourquoi pas. Bon, après, c'est toujours la même chose, hein. On nous explique la structure des autres fichiers. On a le contenu du nouveau main. Donc là, on a le handler, on a le code qui sera exécuté sur les notifications qu'on intercepte. Il s'appelle juste handler, c'est un petit peu bizarre qu'on précise pas un peu plus, contextualise pas un peu plus la fonction là. C'est une fonction du même type que message handler, mais on le précise pas en fait, c'est marrant ça. C'est vraiment du pattern matching. On pourrait pas dire que la fonction prend en paramètre une structure message handler, ça serait plus clair, hein. Je vais lui demander. Ah bah non, en fait, c'est logique que ça fonctionne pas parce que comment est-ce qu'on appellerait les différents paramètres qui définiraient le message handler? Là, on sait que le string du message handler, bah, c'est topic et que la charge utile s'appelle payload. Ça permet de déstructurer la structure en fait. Donc ouais, pareil, on log que les 100 premiers caractères. Bon, comme dit, on peut laisser ça, je suppose. Et là, on a l'appel à subscribe, où comme dit, on écoute sur tous les channels et on passe notre handler. Mais par contre, il y a quand même un truc que je comprends pas trop, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que le premier message sera envoyé. J'ai l'impression que l'application s'arrête en fait. Parce que là, je ne vois pas de boucle. Ça veut dire que on tourne en haut. Mais ouais, je sais pas, là, moi je pense que notre application, une fois qu'un premier message sera envoyé, là, en fait, on va s'abonner au channel et on va attendre qu'un message arrive. Une fois que le premier message sera là, on va continuer l'itération de la fonction et c'est tout, hein. D'ailleurs, ce message de log là, MQTT subscribed, il sera visible qu'une fois qu'on aura eu la notification si ce code est bloquant. En fait, ça, ce message va plutôt être end of subscription. On va voir ça, ça va être intéressant. C'est pareil, cette erreur, on l'aura éventuellement qu'après notre notification MQTT, si ce code est bloquant, ou alors en cas d'erreur, on a directement le channel qui est fermé, on retourne, on a l'erreur, du coup on log cette erreur, on retourne une nouvelle fois l'erreur, et après là on la relog une deuxième fois, quoi. Ok, aucun test unitaire dans cette story. Pourquoi? Parce qu'effectivement on appelle des fonctions externes, hein, des fonctions qui sont gérées par PAO, et qu'il faudrait plutôt faire des mocks pour faire des tests d'intégration, quoi. Pas des mocks ou alors faire des tests d'intégration, du coup on va faire ça dans la story 3.4 qui sert à ça, quoi. On crée pas de fichier client test.go. On va faire des tests manuels. Attends, il est écrit en français ou en anglais? Oh non, il est écrit en anglais. Pourquoi laisse-moi écrire en français là? Je comprends pas. Terminal 1, lancer l'application. Ok, bon bah, pourquoi il est écrit en français là? Ah, c'est vrai que j'avais cette histoire aussi que je voulais voir comment plus proprement gérer le débugage. Voilà. On va pouvoir commencer à voir comment on pourrait gérer ça là. Mais bon, là, en tout cas, on lance l'application à la main. On s'attend à avoir des logs, à effectivement s'abonner au topic dièse. Ensuite, il se passe plus rien. Ensuite, on publie le message de test avec Mosquito Pub. Là, il devrait s'afficher. Par contre, on n'affiche pas la charge. Ah si, on affiche son premier caractère, pardon. C'est vrai qu'on affiche d'abord le message qui contient la charge et ensuite on dit simplement qu'on a terminé l'écoute. Et on réexécute le quality check. Bon, on le fait deux fois. Et bon, c'est bien, hein. Je le veux. Par contre, je vais quand même lui dire un truc. Bon, allez, je vais le faire à la main. Launch application. La block after subscription. Ok. C'est de l'anglais. Terminal 2. Publish test message. Ok. Code quality. On est en anglais. Changelog. C'est bon. Ok. On en était où là? Appelons le dev. Mettre la story 1.6. Alors, il nous rajoute la constante dans le client.go qui existe déjà. C'est pas non plus la modif du siècle, hein. Ouais, c'était là dans la fonction connect qu'on avait déjà utilisé ce select case. Donc effectivement, ça nous permet de gérer assez élégamment les erreurs finalement, comme on voit là. Si le channel token se termine, en fait, on récupère la connexion et on peut continuer. Par contre, si le CTX se termine avant, donc a priori, si le broker se ferme, la connexion avec le broker se ferme avant de récupérer notre token, en fait, on arrête tout, on retourne une erreur. Et qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est bizarre ça, il veut remplacer le select case par juste le token done. Bah, c'est
bizarre ça. Je sais pas trop. Il valide cette syntaxe. Ah, tu peux faire ça, ok. Là, je pense qu'il a compris qu'il y avait un warning. Que visiblement, on peut simplifier le select case en le retirant quand il y a juste une branche dans le case. Du coup, ça veut dire que l'inférieur tiré, ça veut forcément dire qu'on attend le retour d'un channel. Je vais lui demander. Oui, dans ce cas précis, c'est strictement équivalent. Un select avec un seul case n'apporte rien de plus qu'une réception directe sur le channel. Ok, bon. Donc, je suis d'accord avec cette modification. On va exécuter les linters. Ah, le conteneur ne roule pas. Il ne roule pas. Il n'est pas exécuté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il me lance le conteneur. Ah, il est vraiment trop bon. Pas besoin de le faire à la main. Je vais vérifier si les conteneurs sont là. Regardez. Allez, on exécute le linter, c'est bon. On exécute le linter govet. Je ne sais plus trop quelles sont les différences entre les deux. Mais bon. Le static check, c'est bon. Maintenant, on met à jour le main.go. Donc, on rajoute notre handler. On réexécute tous nos linters. On rebuild l'application. Alors là, maintenant, test manuel d'intégration, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc la commande docker exec, il va dormir 2 secondes. Ensuite, il va faire le mosquito pub, mais il les exécute en parallèle. Là, ces fonctions, enfin ces méthodes, il devrait mettre une petite esperluette. Bah, il le met là en fait, ok. Ah, il est trop bon. Il attend 2 secondes, le temps d'être sûr que le serveur Docker soit lancé. Ensuite, il exécute le mosquito pub. Ensuite, il attend 1 seconde. Là, par contre, il kill quoi? Il kill sleep. Attends, je suis plus certain là. Pourcentage 1, c'est le pi de la commande précédente, non? Bon, encore une fois, on va demander à Claude. Hein. Soit en bash de script que vaut pourcentage 1 job control. Pourcentage 1 désigne le job numéro 1 dans le système de contrôle des jobs du shell courant. Ah, mais je confonds avec $1, ok. La place automatiquement en job 1, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Le pourcentage, ça définit le thread 1 en fait de ta console. Puis le pourcentage 1 envoie 6 termes au processus du job 1. Docker exec wait pourcentage 1 attend que ce job se termine proprement avant de continuer. Ah, c'est propre. Enfin, c'est propre. On ne vérifie pas les logs là. Enfin, il capture l'output, donc peut-être qu'il va pouvoir le lire après. On va l'exécuter et après je le ferai à la main. Là, il y a tous les logs de connexion. Le binaire n'a pas été mis à jour, je le rebuild dans le conteneur puis retest. On sait qu'il n'a pas été mis à jour. On va quand même se lancer la commande nous-mêmes à la main déjà. Parce que ça donne voir son syntaxe qui est dégueulasse là. Aussi c'est assez grand d'ailleurs. Peut-être ça. Voilà. Peut-être en plein dans le. Ça nous. Ah, ça n'a pas de sens là. Bon alors qu'est-ce que nous lancer la docker exec? Donc on définit les variables d'environnement qui vont bien. On lance l'application mqtt2bdd. On récupère le PID. PID, je sais pas trop quoi il. Ah, il m'a réécrit le shell. C'est marrant, avant il utilisait son pourcentage 1 qui était bien élégant, je trouvais. Et là maintenant il passe par une variable appid pour pouvoir en fait faire le kill et le wait depuis la variable. C'est quand même marrant que le code soit pas le même en fait entre les deux exécutions. Et du coup, il y a rien qui fonctionne là. Pourquoi? Parce que on considère "-e" comme étant le nom d'une nouvelle méthode, mais je pense que c'est parce que j'ai des sauts de ligne là qui n'ont rien à voir en fait. C'est un peu con ça. Ok, bon, tout fonctionne, on relance les tests, on met à jour la story. Pendant ce temps, moi j'aimerais bien. Mais pourquoi il s'affiche pas bien? Je comprends pas. Que dans mes autres applications. Ah, parce qu'il met des espaces. Ah non. Ah bah si. Oh là là, c'est dégueu. Il fout. Bah, moi j'aimerais bien faire ça différemment de toute façon. Bon, attends, déjà on va le laisser finir son travail, on verra ensuite. Donc il a modifié la tâche, cette sous-tâche de la tâche 1 en disant qu'il va bloquer en utilisant simplement la syntaxe abrégée de token down, plutôt qu'avoir le select case qui sert à rien. Ok, sinon il coche toutes les autres croix, et c'est bon. Ouais, c'était une erreur static check en fait. Hein. Parce que la story, elle a recommandé d'utiliser un select avec une seule case, mais static check a flagué
ce comportement comme étant simplifiable, et du coup il l'a simplifié. Mais effectivement, connect continue à avoir la syntaxe longue puisqu'on a deux branches de notre select. Quoi? La story note que la payload length doit être de 15. Mais comment ça? Ok, dans le message de log. Ouais, ok, ça fait 14 caractères, pas 15. Pourquoi il a mis ça en fait? Voilà, un truc que j'ai pas vu. J'avais pas vu qu'on comptait le nombre de caractères dans le plat payload, ça sert à rien, mais bon. Ok, bon, bref. Effectivement, ce n'est pas très grave si on n'a pas le bon nombre de caractères là. Après, ça dépend de la température en fait. C'est vrai que s'il fait plus de 100 degrés. Ah, mais non, en fait, ok, j'ai compris. C'est vrai que si la température était de 20,25 par exemple, bah effectivement, oui, on aurait eu une taille de 15. Mais ouais, c'est un problème cette histoire de binaire qui n'est pas rebuild. Finalement, tout est bon pour lui. Il propose de la passer en ready for review. Ok, bon. Ah, c'est cool. Que moi, là, si je veux débugger le logiciel, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois éteindre le conteneur GoDev. Voilà, je l'ai éteint. Maintenant, je vais par exemple dans mon main. Je mets un point d'arrêt. Ça va pas fonctionner, en fait, je pense, parce que le problème, c'est que là, alors, il faut que j'aille dans le handler. Le problème, c'est que là, je peux pas me connecter parce que le serveur n'existe pas encore. Le logiciel n'est pas lancé. Mais si je le lance, bah, il va démarrer trop rapidement. Et là, maintenant, il lancera de bon. Non, mais... Bah oui, en plus, l'application ne se lance pas parce que les variables d'environnement sont mal configurées. Là, comment je peux voir ça? En fait, j'ai regardé dans les logs de mon application, là, de gestion des conteneurs Docker, qu'effectivement, quand je l'ai lancé, bah, on peut voir que il manque la variable MQTT-broker. Du coup, on a stoppé l'appli. Du coup, on avait dit qu'on le définissait dans le fichier dans le fichier Postgre, dans le fichier .env, qui est présent dans l'application, dans le dev. Alors, il n'est pas guidé. C'est l'env, par exemple, qu'on guide. Mais il est ici. Mais pourquoi il est configuré? Pourquoi ça ne marche pas? Effectivement, la variable MQTT-broker ne semble pas définie. C'est parce qu'on ne partage pas le fichier env dans ce conteneur, visiblement. En file, là, il faut que je le rajoute là-dedans. Je vais redémarrer l'application. Attendez, je vais tenter de vous montrer ça. On la redémarre. Bon, ça fonctionne pas mieux visiblement. Mais c'est parce que j'ai oublié de sauvegarder ce fichier, je crois. Maintenant, elle est modifiée. Je me demande si ça pas un problème de cache. Bah tiens, on va lui demander pourquoi la variable MQTT, pourquoi la variable d'environnement MQTT broker est indéfinie dans le conteneur GoDev. Je sais pas qui je demande là, si je demande ça au dev ou à quelqu'un d'autre, mais... Le conteneur cherche des variables depuis envfile.env. Ok, le problème vient de l'une de ces deux causes. Cause probable, le fichier dev.env n'existe pas. Seul dev.env, par exemple, est présent dans le repo. Ah si, il existe. Ok, tu as une méthode qui existe pour récupérer directement les variables d'env définies dans un conteneur, je ne sais pas. Bon, on voit bien qu'il manque les variables custom. Du coup, on va lui faire la commande, il verra qu'il y a un problème. Après, il va voir les 30 premiers maintenant. Au début, il a fait une commande pour ne récupérer que les variables d'environnement qui parlent de MQTT, de Postgre et de log. Il n'a pas eu de résultat. Du coup, maintenant, il va voir toutes les variables d'environnement. Ok. J'aurais pu directement demander ça, ça m'aurait économisé des tokens. D'ailleurs, je suis à 30% d'utilisation de ma session là. On voit donc là, il voit le même retour que nous, quoi, les quelques variables qui sont définies. Là, il lit notre fichier .env, donc là, il devrait voir qu'il est bien plus fourni que ça. Du coup, là, ça flambait, ça flambing. Il se dit, tiens, il y a un problème un peu plus complexe. Le fichier .env existe avec le bon contenu, mais aucune variable custom n'est présente dans le conteneur. Cause identifiée, envfile ne s'applique qu'à la création du conteneur, pas à son redémarrage. Quand j'ai lancé Docker Compose up-d plus tôt, Docker a détecté que le conteneur existait déjà, il était simplement arrêté et l'a redémarré sans le recréer. Les variables d'environnement issues de son figé au moment de la création ne sont pas relues au démarrage. Bah, c'est surtout que l'instruction envfile n'existait pas en fait quand ce conteneur a été créé, donc effectivement c'est un problème de cache. Oui, c'est ça. Et il est malin. Du coup, je peux faire un docker compose up-d force recreate. Pareil, je ne connaissais pas cette fonction. Mais du coup, GoDev, je pense que j'appelle le conteneur correctement, non? Ah non, ou alors, il faut que j'aille dans le bon fichier. Voilà, je pense que si je le lance là, il le relance. Regardons. Ah, maintenant, elles sont là, quoi. Quand même bon. Et maintenant,
je suppose que je peux, pas lui, me mettre mon point d'arrêt, main.go, il est là, j'appuie sur F5, ouais, il s'est connecté. Maintenant, je peux relancer à la main une soumission de requête MQTT, une notification, sauf que je sais plus comment on fait. Du coup, comme je suis un lamentable humain, je vais aller voir ce que l'IA m'a généré. Parce que je crois que la commande a été marquée. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Je vais lancer cette commande. Donc on exécute dans le conteneur Mosquito la publication sur le topic de test de température 20.5. J'envoie ça. Et là, vous voyez que l'IDE s'est arrêtée. Nous sommes bien dans notre instruction handler. Donc, c'est la première fois qu'on va utiliser le debugger de façon concrète. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer. Si vous n'êtes pas habitué, moi je ne suis pas habitué non plus au debugger ni de Visual Studio ni de Go. Mais là, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est principalement deux zones intéressantes. La première, c'est la call stack qui permet d'identifier où on est dans l'exécution de l'application. Là, on peut voir que mon point d'arrêt a été déposé en fait dans la fonction handler, donc on est au plus bas niveau, on va dire, d'exécution dans cette fonction. Et ensuite, moi, je peux la remonter pour voir qui a appelé cette fonction handler. Et en fait, je peux remonter jusqu'au début de l'exécution de l'application. Alors, sachant que pour pouvoir voir le code source en fait de l'appli, il faut que j'y ai accès. Là, typiquement, je sais pas trop dans quoi on est là, mais on est dans les méandres de Go. C'est probablement bah, le code source qui bootstrap notre application. Moi, j'ai pas ce code, il a été compilé sur mon système. Donc forcément, il ne va pas m'ouvrir la source. Pareil pour le deuxième niveau d'exécution, là, qui doit être, je pense, le code interne de la librairie PAO. Pareil que j'ai pas directement sous la main. Par contre, au troisième niveau, là, on voit qu'on est dans notre code, en fait, dans notre appel à la fonction subscribe. Là, comme dit, on avait initialisé notre instance PAO avec comme troisième fonction, justement, notre hook, donc notre fonction perso à exécuter quand une notification est récupérée. Donc là, maintenant, on est dans celle-ci, en fait. Là, c'est le code de PAO qui a exécuté notre appel à cette fonction-là. Donc on n'y a pas accès, en fait. Mais là, maintenant, cette fonction-là, elle est dans le code du projet. Du coup, on peut voir son exécution comme ça, quoi. Et moi, le point d'arrêt, je l'ai mis dans cette fonction handler. Donc là, nous y voilà. Et le deuxième truc intéressant qu'on peut voir dans le debugger, c'est l'état des variables. Donc là, on peut voir effectivement que le topic qui a été passé en paramètre, bah, c'est test topic. C'est le code que j'ai défini là, en fait, concrètement. Mais en même temps, c'est celui qu'on peut trouver là, quoi. C'est le msg.topic. Là, si je regarde, à ce niveau-là d'exécution, donc dans la fonction parent, notre fonction handler, on voit que les variables auxquelles on a accès ne sont pas les mêmes. Là, j'ai bien accès à la variable msg. On voit que c'est une structure qui contient un sous-élément data, qui va contenir le topic et les autres infos, la payload et tout. Mais la structure, là, qui a un nom un peu bizarre, doit probablement exposer des variables qui permettent de récupérer directement les topics et les payloads. Et on peut le voir dans la documentation. Mais ça, après, c'est des variables internes dont il n'y a pas forcément accès comme ça. Je sais pas si je peux exécuter une commande à la main pour pouvoir jouer avec justement les variables présentes dans la portée. Par contre, là, on voit qu'il y a plein de sous-routines qui sont posées, je sais pas ce que ça veut dire. Je me demande, ouais, c'est parce que tout ça, c'est du code asynchrone. Là, on voit que j'ai un thread qui visiblement est à l'arrêt ici. Et ce qui était marqué, hein, de toute façon, c'est bloqué jusqu'à ce que le signal, enfin, jusqu'à ce que l'application soit killée. Comme on l'avait vu, les selects, ça permet d'attendre qu'un channel nous retourne quelque chose. Là, on n'attend rien. Donc le thread est en pause. Et je suppose que toutes ces runtime, c'est la même chose en fait. C'est des, comment ça s'appelle, des channels qui sont en attente de quelque chose. Et là, dans cette sous-routine, dans ce thread-là, on est arrêté parce que j'ai mon breakpoint. Et là, je suis dans la console de debugger. Donc là, je peux afficher par exemple topic. Ça va me donner la valeur de topic. Ok. Payload, j'ai la payload. Si j'appuie payload, si ça marche d'ailleurs. Bon, ça m'affiche, je suppose, la valeur hexadécimale du caractère 4. Je suppose qu'il y a moyen de caster ça en string, mais bon, là, c'est pas très important. Mais en tout cas, le debugger fonctionne. Alors là, j'ai conscience que mon explication, à mon avis, on va dire à ma tête devant,
Si vous avez jamais utilisé un débugger, je pense que vous avez absolument rien compris à ce que je viens de vous dire là concernant ces histoires de variables, de call stack et tout. On en parlera peut-être plus tard dans un tuto un peu plus abordable. Mais en tout cas, si jamais vous voyez de quoi je parle, ça peut rester intéressant. Bref, on voit comment évoluent les fonctions, hein. Enfin, les fonctions, les variables qui sont locales. Là, on voit qu'on a déclaré en fait une variable preview qui n'existait pas avant, qui va être le contenu de payload. Mais le truc intéressant qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en fait la tronquer au 100 premiers caractères, mais que si la taille de preview est supérieure à 100, ce qui n'est pas notre cas là. Puis comme dit, dans la console, je peux exécuter moi-même en fait des fonctions arbitraires. Donc je pourrais exécuter len preview pour voir le résultat. Ça va être 14. Pourquoi? Parce que notre chaîne d'octets là vaut 14 caractères pour le moment. Et effectivement, si on veut caster le contenu en string, il faut juste, comme en PHP, définir le type à l'avant, preview. Et voilà, j'ai notre chaîne lisible par les humains de façon échappée avec des anti-slash. Je sais pas si c'est à quel niveau ils sont gérés ces anti-slash, si c'est string qu'il fait ou si c'est preview. Il faudrait voir. Attends, c'est simple, hein, il y en a 14 des caractères. Là, on en a combien? 1, 2, 14. Ouais, visiblement, les anti-slash, c'est notre éditeur qui les rajoute. Il nous met des anti-slash au début et à la fin, des anti-slash, des côtes. Bon, bah, en tout cas, ça va nous permettre de débugger l'application, hein. Là maintenant, cette ligne va s'exécuter et ensuite on va voir le message de log qui va être affiché en fait sur le stdout du conteneur. Donc je vais vous le montrer, hein. Là on a le stdout de tous les conteneurs du projet Docker. Je vais exécuter cette instruction, on va avoir une ligne qui va se rajouter normalement. Attendez, je vais même mettre un saut de ligne si je peux. Ah non, j'ai pas l'impression que je peux, c'est une console en load only. Bon, du coup, c'est pas grave, je mets notre marque-page, on va dire, la dernière instruction. J'exécute la suivante. Voilà. Et là, on regarde, là, vous voyez, on a rajouté la nouvelle instruction debug. Alors, on voit pas la fin, là. On la voit en bas, en fait. Vous pouvez voir que ça va être le contenu qui est précisé, en fait, dans l'appel de fonction. LDebug, on a rajouté un nouveau log de type debug, on le voit là, de type de level debug. Et le message, il est là derrière, message au saved, et ensuite on passe le contexte. Topic, c'est la variable topic, donc qui vaut le nom. Et ensuite on a la taille du payload, et ensuite on a le preview du payload avec un casting en string, un castage en string de la chaîne qui est du JSON. Donc avec l'échappement et tout, là on le voit. Et maintenant, cette fonction-là va se terminer. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va aller à la prochaine instruction, on va remonter là. Ah, bah, on va remonter là, ou alors on va aller directement au niveau de PAO, je sais pas trop. Mais en tout cas, on aura exécuté notre méthode. Voilà, donc là on arrive à la fin de cette fonction anonyme là qui est appelée quand on reçoit une notification. Et maintenant on retourne dans le code de PAO. Et là on n'y a de nouveau plus accent, c'est pas trop ce qui se passe là. C'est juste que j'ai pas les sources en fait, hein. Moi si PAO a priori c'est un logiciel open source, donc je pourrais récupérer les sources, les mettre sur mon ordi et ensuite configurer le debugger pour mapper les sources avec le programme. Chose qu'on a fait au début, hein. Je l'avais fait dans le fichier, c'était quoi? Non, c'est pas là, c'était dans le launch.json du VS Code, voilà, c'était ça. Et là, en fait, on a fait un substitute path où on a défini que notre application, en fait, ça va être tous les liens statiques, je pense que ça s'appelle comme ça, hein, en Go, peut-être pas, mais en tout cas, tous les binaires qui sont identifiés comme étant dans app, bah, sont présents, en fait, dans le code source de mon projet. Donc en fait, quand on s'arrête à la ligne 45 par exemple du fichier main.go, bah, Visual Studio il sait qu'il faut nous afficher le contenu là quoi. Et je pourrais très bien mapper le code source de la librairie PAO pour que quand on s'arrête en fait ici, ça m'affiche le code source. Mais bon, moi je l'ai pas, bon c'est pas très grave, ça ne nous intéresse pas trop, je suis pas en train de débugger PAO. Mais en tout cas, c'est pour ça que ça s'affiche pas là. Mais du coup, si je continue l'exécution, voilà, là je la continue. Tiens, pourquoi il y a une fatale erreur là? C'est pas trop si on a eu une erreur. MQTT Connection Loss. Je pense que j'ai trop joué avec le debugger et en fait, bah, du coup, j'ai bloqué le thread qui devait gérer la connexion, je pense, avec le serveur MQTT. Donc le serveur MQTT a dû considérer qu'on était planté et a fermé notre connexion. Mais du coup, si je relance le conteneur, je vais le faire, voilà. Là, moi, je suppose que je peux me reconnecter. 5. Et là, si je renvoie le message, je vais juste voir un truc. Ok, on est de nouveau arrêté dans le code, dans notre handler qu'on a vu avant. Là, je l'exécute. C'est quoi les raccourcis pour continuer? Pas marqué. Continue F5. Ok, bon. Voilà, donc là maintenant, notre message a été traité. Donc on a affiché le message de log.
Mais effectivement, PAO, en fait, je pensais que l'application allait se fermer. En fait, non, PAO, visiblement, est capable de reboucler. La boucle, elle est à son niveau là, sur MQT, enfin, sur la connexion MQTT et attend les nouveaux signaux. Maintenant, si je renvoie le même message, là, je m'arrête une deuxième fois. Truc intéressant qu'on pourrait voir, là, on voit que j'ai un thread qui est arrêté, en fait, dans ce handler. Je vais en exécuter un deuxième, on va mettre une température de 50 degrés pour voir la différence entre les deux messages. Si je fais ça, ok, il est mis dans le buffer en fait. On n'a pas deux fois notre fonction handler qui est exécutée. J'aurais dû changer le string, ça aurait été plus simple pour débugger, mais bon, c'est pas grave. Moi, je le vois là comme ça en fait en string, très bien. Là, on voit que j'ai le message avec la valeur 20.5. Si j'appuie sur F5, on s'arrête une deuxième fois, voilà, directement avec le message 50. Donc il les conserve dans le buffer interne de PAO qu'on avait vu avant, et il les exécute de façon procédurale, quoi. Et si ce buffer est plein, bah, on passe sur le buffer de notre application. Si on l'a pas enlevé parce que ça m'avait l'air overkill cette histoire, mais bon, bref. Mais ok, intéressant, je comprends comment ça marche, c'est cool. Bon, on peut éteindre le debugger. Il y a un truc que j'aimerais faire, c'est changer le nom de cette fonction par ce handler. On comprend pas forcément ce que c'est le handler là. Je vais plutôt l'appeler MQTT Notification Handler. Voilà. Voilà, le message handler, mais là c'est moins ambigu parce qu'on est dans le package avec MQTT, quoi. Donc on sait que là c'est pour traiter les messages MQTT. Mais d'ailleurs, c'est vrai que pour plus d'uniformation, je vais pas l'appeler notification, je vais l'appeler message MQTT message. Voilà, comme ça là, quand on est en fait dans le main.go, en fait, on n'a pas besoin de savoir forcément ce que fait. Bon après, ouais, le client il s'appelle. Alors, MQTT client, tu as un truc qui s'appelle handler à côté, tu te doutes que c'est pour gérer les messages MQTT, mais là au moins c'est plus clair, parce qu'on précise dans le nom. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir passer au QA. On va voir s'il va remarquer que j'ai fait des modifs à la main et on va voir s'il est content de ce renommage de nom de la variable. Je pense qu'il va me dire que le nom n'est pas le même que celui de la story. Peut-être qu'il va me dire, mais c'est vrai que ton nom est quand même plus clair, donc peut-être qu'on va pouvoir se baser là-dessus. Alors, il va nous vérifier encore une fois le linter, vérifier si notre code est bon. C'est vrai que je l'ai modifié, j'ai pas pensé à vérifier, moi. Heureusement qu'il vérifie. Mais c'est vrai que ce workflow est pas forcément mal, en fait. Je passe par le SM, ensuite le dev développe l'application, ensuite moi je la trifouille, et ensuite je lance le QA pour vérifier que tout est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Tout est toujours solide. Ils ont toujours des problèmes avec notre raccourci là qu'on a pris concernant l'attente que le token soit traité là, enfin, qu'on ait un message qui arrive là. Bon, tout a l'air bien. Il a quand même des checks d'improvement. Ouais, mais c'est pareil, là, il me dit que la déconnexion va pas fonctionner correctement à cause du select qui bloque l'application. Mais c'est un truc qu'on va changer, effectivement, là, c'est temporaire. Toujours le problème de la fait la poule, quoi. À un moment, il faut tolérer un truc qui n'est pas terminé. C'est bon. Bad connection timeout. Carry forward. Ah, tiens, c'est marrant, ça veut dire que là, maintenant, pour toutes les stories jusqu'à la 2.2, on va rajouter ce warning. Intéressant. Je sais pas si c'est bien ou pas. Au moins, on l'oubliera pas. Au bout d'un moment, ça peut être beaucoup de floute, quoi. Bon. Pas de problème de sécurité. Tout est bon. Ah, le fameux gatefile qui nous génère. Voilà, il n'y a rien. La date d'expiration, là. Alors, il se passe quoi le 24 avril? Le 24 avril, mes risques périm, du coup, ils n'existeront plus, c'est ça? Pratique. Pareil, ce quality score de 93, c'est quoi le barème, là? Bref. Ouais, les recommandations, ils nous proposent des façons propres pour gérer les déconnexions, les timeouts, d'ajouter des tests unitaires, mais comme dit, on l'a pas fait pour des raisons assez simples, c'est que faire un test unitaire sur une fonction qui s'abonne juste à un savant MQTT, enfin un sujet MQTT, puis en plus c'est externalisé à PAO, ça sert à rien, quoi. Ça serait dans PAO, à la rigueur, qu'il faudrait faire des tests, et encore, nous on va faire des tests d'intégration, tester tout le pipe, ça me semble pertinent. Là, on ferait quoi comme test, en fait? Il faudrait tout moquer, ça n'aurait pas de sens, quoi. On est presque à faire des tests de setter et de getter, quoi. Donc bon, je sais pas trop quoi faire de ces gates, hein. Peut-être qu'à la fin, une fois qu'on aura vraiment implémenté l'application, on va demander de passer sur tous ces gates et de nous faire une dernière story qui va implémenter toutes les recommandations qui resteraient à faire. Sinon, moi, je vois pas trop ce qu'on en ferait, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quality score 93 sur 100. Implémentation propre, sans surprise. Story 2.x, ça c'est le truc qui sera jamais fait. Pas préciser dans quelle story c'est. Mais bon, on verra, j'en peux plus de comment vous voulez gérer ça. De toute façon, ouais, je sais pas trop à quel point. Maintenant, le défaire disconnect. Inatteignable via select. Oui, ok, c'est parce qu'on sort jamais du main. Ok, bon. Ouais. Pire des cas, le serveur MQTT va te faire timeouter notre connexion. Pas très grave. Bon, bah très bien. Je suppose que lui, il n'a pas le droit de changer le statut en down, donc je vais le faire moi-même. On va committer tout ce code. Ouais, c'est ça le problème du defer, c'est qu'il est là-haut. Comme on avait vu, le code qui est présent dans le defer est exécuté à chaque fois qu'on quitte une fonction. Et là, le select va bloquer ça à la fonction main. On ne sortira jamais de la fonction main, puisque quand on sortira, c'est quand l'application sera killée. Mais d'ailleurs, ça se fait killer par l'OS, donc avec un kill-9, effectivement, on sort jamais du main, mais j'aurais pensé que si on envoie un seek term à l'application, que bah, enfin, en fait, non. Dans un seek term, c'est l'application qui doit gérer finalement son extinction, et là, du coup, il se passe rien, donc je ne sais même pas à quel point l'application s'éteint réellement, en fait. Ou alors, comme on la gère pas, bah, c'est l'OS qui s'en occupe et effectivement qui le touche, quoi. Bon, en tout cas, c'est du détail. Par contre, c'est marrant, et personne n'a parlé de ce point, de ce en file là que j'ai rajouté en furtif total dans l'application. Je le remets en bas. Parce que bon, c'est pas comme si ça n'avait absolument rien à voir avec notre story, ce truc. Du coup, je vais le mettre dans un commit à part. Ouais, pareil, la story 1.5, passage en statut down, je le mets dans ce commit, c'est pas très grave. Là, on implémente, oui, c'est ça notre fonction subscribe. Et le binaire, on l'a recompilé, parce que bon, allez, je le mets dans le git, même si pas que ce soit forcément très pertinent de faire ça, quoi. Peut-être le dans le git ignore. C'est vrai, je vais le retirer du coup. Implementation of story 1.6. Vraiment que j'apprenne à sauvegarder mes fichiers aussi. Git ignore, je vais lever GoBuild artifact. Bah, pourquoi il est là en fait dans bin? Moi j'ai un MQTT tout BDD qui traîne là en fait. Rien à faire là mon grand. Allez, on verra s'il revient. Parce que j'ai pas fait attention, mais Claude il le génère peut-être au mauvais endroit quand il le compile des fois. Et oui. Ah bah en plus j'avais commité ça. Bon tant pis maintenant. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on en a fait le tour pour cette story. On a pu utiliser du coup le debugger en conditions réelles. C'était plutôt sympa de voir comment ça fonctionnait, de voir comment ça fonctionne avec Go aussi. J'ai essayé de vous improviser une petite explication de ce truc. J'espère qu'elle aura été compréhensible. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je pourrais éventuellement faire une vidéo plus en détail sur le fonctionnement du debugger, que ce soit en Go ou en PHP d'ailleurs. Enfin bon, bref, n'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez. Sinon, je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Salut!